Donc, je vais essayer de vous parler de l'endométriose en un quart d'heure. Ça va être difficile, mais on va essayer de s'y tenir. Donc, on va balayer, on va faire un champ assez large, hein, reprendre les définitions, les différentes formes, la pathogénèse, et puis bien sûr parler du diagnostic, des différents types de traitements, tant médical, chirurgical que d'assistance médicale à la procréation. Puis on essaiera de faire une synthèse de tout ça. Donc, les définitions. Alors, l'endométriose, c'est la présence de fragments d'endomètre ailleurs que dans l'utérus. Et donc, dans l'endomètre, il y a, on va dire, deux grandes parties, c'est le stroma et les cellules glandulaires. Donc, c'est de l'endomètre qui se retrouve ailleurs que dans l'utérus. Alors, vous le savez tous, hein, parce que l'endométriose est assez médiatisée à l'heure actuelle, le chiffre de la fréquence de l'endométriose dans la population générale tourne autour de 10%. Alors, ça sort un petit peu du chapeau, hein, parce que quand on regarde, c'est une étude qui en prend une autre, qui en prend une autre, qui en prend une autre, on ne sait absolument pas quelle est l'étude qui est à l'origine de cette estimation. Donc, c'est pour ça qu'on avait été un petit peu pusillanime quand on avait fait les recommandations. On avait dit que la fréquence n'était pas précisément évaluable en population générale. Mais ça doit rester une maladie assez fréquente, tout type confondu, symptomatique ou non. Puisque ça, c'est mon troisième point. C'est important de comprendre que l'endométriose n'est pas systématiquement une maladie, n'est pas systématiquement pathologique. Vous pouvez très bien avoir des patientes avec des lésions importantes, des implants très étendus, et elles n'ont aucun symptôme. Donc, pour nous, ça n'est pas une maladie, et on a dû considérer l'endométriose comme étant une maladie que si elle provoquait des symptômes, c'est-à-dire des douleurs et ou une infertilité. Alors tout ça paraît très banal et évident, en fait ça l'est beaucoup moins en pratique parce qu'on voit encore beaucoup de patientes nous consulter parce qu'on leur a découvert une endométriose, elles se plaignent strictement de rien, elles ont 3 enfants, et on leur dit, voilà, elles sont très inquiètes parce qu'elles ont été influencées par tout ce qu'on raconte, et au final, elles vont très bien, elles ont de la chance d'avoir une endométriose asymptomatique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas recommandé de dépistage de l'endométriose en population générale. Alors, autre point important, c'est une maladie qui est extrêmement hétérogène. Alors c'est assez vrai pour beaucoup de maladies, hein, notamment le cancer, mais alors l'endométriose encore plus. On vient de parler de l'hétérogénéité clinique, des symptômes, mais la présentation de la maladie est aussi très variable d'une patiente à une autre. Et donc, schématiquement, on peut distinguer 3 formes. Les formes superficielles, c'est ce que vous voyez en bas à gauche sur la photo. On se localise en fait juste en avant de la vessie, c'est une vue par cœlioscopie. C'est juste des petits implants posés à la surface de l'enveloppe qui entoure la cavité abdominale, qui s'appelle le péritoine. Donc voilà, vous avez des petits implants bleutés comme ça, posés. Et puis, vous pouvez avoir des formes ovariennes sous la forme de kystes, c'est la photo du milieu, qui sont remplis d'un liquide dit chocolat. Tout simplement, c'est du vieux sang, hein. Et ça s'appelle des endométriomes. Alors, j'ai gardé les acronymes anglais, hein, c'est pour ça que c'est OMA. Et enfin, la dernière forme, c'est lorsque les implants pénètrent plus en profondeur sous la surface du péritoine, pénètrent dans les organes situés autour de l'utérus, par exemple la vessie, par exemple le rectum, ou d'autres parties du tube digestif. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'endométriose pelvienne profonde, ou en anglais Deep Infiltrating Endometriosis. Et vous verrez sur les diapos suivantes l'acronyme DIE, c'est le terme anglais. Et puis, on peut presque penser à une 4e forme d'endométriose, qui est l'endométriose de l'utérus lui-même. C'est ce qu'on appelle l'adénomiose, hein, on l'appelait avant l'endométriose interne. L'adénomiose, c'est l'endomètre qui pénètre plus en profondeur dans les couches internes de l'utérus, donc le myomètre en particulier, et c'est très souvent associé à l'endométriose externe, celle dont on parle, à peu près un tiers des cas, mais c'est probablement sous-évalué parce qu'on commence à, c'est le sujet à la mode, hein, à connaître de mieux en mieux l'adénomiose, et on se rend compte qu'on la dépiste de plus en plus. Donc ces 3 formes, elles peuvent exister isolément chez une patiente, elles peuvent coexister chez une même patiente. Vous pouvez avoir à la fois des formes superficielles, des endométriomes et des lésions profondes. Donc tout ça complexifie encore plus l'étude de la maladie. Alors pourquoi est-ce que les fragments d'endomètre se retrouvent ailleurs que dans l'utérus? Il y a un phénomène qu'on ne peut pas nier, qui intervient dans la maladie, c'est le reflux menstruel. Toutes les femmes ont un tout petit peu de sang qui reflue au moment des règles
par les trompes qui tombent dans le ventre. Normalement, c'est éliminé, et ça recommence tous les mois. Et les femmes qui ont de l'endométriose, eh ben, dans ce reflux de sang, on a des fragments d'endomètre qui n'est pas éliminé, qui peut acquérir des capacités d'adhésion au péritoine, de prolifération, d'invasion un peu plus en profondeur, et donc créer ces lésions d'endométriose. Le meilleur argument pour penser que c'est ça qui amène l'endomètre en dehors de l'utérus, bah, c'est la distribution anatomique des lésions, avec une prédominance, on va dire, pour les zones les plus déclives de l'abdomen. En fait, c'est tout simplement la gravité qui oriente la distribution des lésions anatomiques d'endométriose. Et puis tout ça sous le contrôle de probables facteurs génétiques et environnementaux. On peut en reparler. Il y a une prédisposition familiale. Les apparentés au premier degré ont globalement 5 fois plus de risques d'avoir une endométriose qu'une femme de la population générale. Cependant, on ne recommande pas, là encore, de dépister même en présence de facteurs de risque, que ce soit familiaux ou d'autres facteurs, un dépistage de l'endométriose dans ces populations. Alors, la pathogénie, elle est beaucoup plus complexe, hein, ça pourrait faire 2 heures de présentation. Un élément simple à comprendre, en fait, c'est que c'est probablement une maladie que l'on a toute sa vie, ou au moins pendant la période en âge de procréer, au moins jusqu'à la ménopause. Puisque le point de départ se situe très probablement au sein de l'endomètre, qui présente des caractéristiques pathologiques. Hein. L'endomètre des femmes endométriosiques est différent de celui des femmes en population générale. Et cet endomètre, il est probablement pathologique dès la vie fétale ou à la naissance. Et c'est sous l'influence, un petit peu plus tard, de menstruation rétrograde, de fluctuations hormonales, donc dès l'adolescence, que les lésions vont se constituer. Sous l'effet probablement de facteurs génétiques, on l'a dit, de facteurs immunologiques, tout ça concourant à, on va dire, aux 4 principaux éléments de la lésion d'endométriose. C'est le caractère inflammatoire, c'est la présence d'une angiogénèse marquée, d'une neurogénèse également importante. Et alors, c'est là où ça revient, ce qu'on va dire un petit peu plus tard, hein, c'est que ça, c'est les caractéristiques qu'on voit dans le cancer. Et finalement, dans l'endométriose, la lésion, elle est extrêmement bien contrôlée. Et autant à un moment donné, qui est probablement l'adolescence, la lésion s'installe et se comporte comme un cancer, par la suite, en fait, l'évolution est généralement vers la fibrose. Hein. Ça ne va pas plus loin, ça s'arrête. Et d'ailleurs, le caractère évolutif de l'endométriose est tout à fait questionnable. Hein. On en parle beaucoup et finalement, nous, à la fois dans notre expérience et dans la littérature, l'endométriose n'est probablement pas une maladie évolutive et on va dire son devenir ultime, la lésion d'endométriose, c'est la fibrose. Donc ces facteurs, hein, à la fois génétiques, épigénétiques et immunologiques, probablement orientent aussi le phénotype de la maladie, soit vers les formes superficielles, soit vers l'endométriome, soit vers l'endométriose profonde, ou alors la conjonction de ces 3 éléments. Et les conséquences peuvent être non seulement vis-à-vis des symptômes, hein, douleur, infertilité, mais il peut aussi y avoir un retentissement sur le plan obstétrical, sur le plan néonatal. Je ne vais pas développer ce sujet, mais c'est tout un pan intéressant de la recherche actuelle. Et puis des maladies qui semblent aussi associées de façon plus fréquente à l'endométriose. On va y revenir dans la partie diagnostic. Alors un mot quand même sur pourquoi ces femmes sont infertiles, pourquoi d'autres d'ailleurs ne le sont pas. Deuxième question, on n'a pas vraiment la réponse. Pour la première question, on pense que l'impact de la maladie sur la cavité pelvienne, la création d'un climat inflammatoire perturbe la progression des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines, perturbe la fusion entre le spermatozoïde et l'ovocyte et réduit ainsi les chances de fertilité in vivo. L'autre facteur, c'est un facteur ovarien, où c'est un petit peu difficile de caractériser ça, mais en fait, on le voit chez les patients qui sont pris en charge en AMP, chez qui on doit stimuler les ovaires. En fait, les ovaires sont un petit peu paresseux, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à répondre à la stimulation. Il y a moins d'ovocytes qui sont obtenus lorsqu'on stimule les ovaires de femmes endométriosiques, donc il y a indubitablement un facteur ovarien. Enfin, le dernier facteur, c'est le facteur utérin lui-même, hein, l'endomètre
de ces femmes est altéré, et ça se traduit en fait par une baisse de la réceptivité endométriale et des chances d'implantation. Donc tout ça a des degrés quand même très divers suivant les patientes. Certaines n'ont absolument pas d'anomalie et d'autres vont avoir une, deux ou trois de ces anomalies. Alors je le disais, hein, l'histoire naturelle de la maladie n'est pas du tout en faveur d'une progression, donc c'est déjà un élément aussi très rassurant vis-à-vis des patientes. Moi je passe mes consultations à expliquer aux patientes qu'elles se rassurent, il y a très peu de risques que 5 ou 10 ans plus tard, elles aient des lésions partout. Ce n'est pas un cancer là encore. Néanmoins, il y a quand même certaines relations dangereuses avec le cancer, puisque l'endométriose est un facteur de risque de certains sous-types rares de cancer de l'ovaire. Alors vous le voyez avec un risque relatif assez faible, hein, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus alerter les patientes qui ont une endométriose. Hein. Le cancer de l'ovaire reste un cancer rare, et là il s'agit de sous-types encore plus rares. Donc on est à des fréquences inférieures à 1% des femmes de la population générale. Donc il n'y a pas de stratégie non plus de prévention du risque de cancer de l'ovaire chez les femmes endométriosiques, il n'y a pas de proposition non plus de dépistage. Alors pour la partie diagnostic maintenant, le diagnostic de l'endométriose est finalement assez compliqué à faire, d'où probablement, vous le savez, un retard au diagnostic de la maladie. Hein. On estime que entre le début des symptômes et le diagnostic de l'endométriose, il se passe en moyenne 7 à 8 ans chez les femmes, alors pour beaucoup de raisons, notamment aussi la méconnaissance des médecins de cette maladie, mais aussi parce que les symptômes sont très peu spécifiques de la maladie. Vous avez des douleurs très variables, des douleurs, vous voyez, même associées à des diarrhées, des nausées. Voilà, ça part dans tous les sens et les symptômes associés à l'endométriose sont pas du tout spécifiques de cette maladie. Alors, il y a quand même des éléments qui peuvent nous orienter. C'est le fait qu'il y ait une recrudescence de ces symptômes au moment des règles. Ça, c'est le caractère fondamental pour évoquer l'endométriose. Et le plus souvent, ce sont des femmes qui ont des douleurs de règles, des dysménorrhées importantes, responsables d'absentéisme scolaire, qui résistent aux antalgiques de palier 1. Ce sont des femmes qui ont des douleurs au moment des rapports sexuels, ça s'appelle une dyspareunie. Des femmes qui peuvent avoir des troubles digestifs ou urinaires, mais là encore, avec cette recrudescence au moment des règles qui fait évoquer la maladie. Et puis bien sûr, l'infertilité est un élément important à l'interrogatoire pour penser à une endométriose. Alors, on a mis, hein, c'est vrai que finalement, l'interrogatoire maintenant doit faire le diagnostic. Ce qui change de ce qu'on faisait auparavant, où très très vite on allait à la chirurgie. Maintenant, avec un interrogatoire bien conduit, on peut vraiment cibler les patients qui sont les plus à risque d'endométriose. Et cet interrogatoire, on l'avait proposé il y a quelques années, où vous voyez qu'un interrogatoire précis, bien conduit, peut quand même vous amener à un certain nombre d'éléments importants, donc que ce soit l'histoire familiale, est-ce que les apparentés au premier degré ont une endométriose ou non, des facteurs de risque néonataux et dans l'enfance, c'est des enfants qui sont souvent prématurés, où il y a eu un saignement, une hémorragie néonatale, signant probablement une anomalie de l'endomètre, des enfants qui sont petits poids de naissance, et d'ailleurs les femmes endométriosiques gardent on va dire un morphotype particulier, c'est souvent des femmes qui sont grandes et minces, avec une peau pigmentée, avec des névis, des taches de rousseur. Donc il y a quand même un profil de patiente à risque d'endométriose. Ensuite, on a remis les symptômes dont je vous ai parlé, et puis un certain nombre de maladies associées, vous voyez au premier rang desquelles les maladies auto-immunes, hein, le lupus, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde. Donc tout ça allant peut-être dans le sens d'un caractère auto-immun qui se manifesterait outre l'endométriose, mais aussi de façon plus générale par d'autres maladies. D'ailleurs, on pense de plus en plus que finalement l'endométriose n'est qu'un symptôme d'une maladie beaucoup plus générale et qu'il faut envisager la prise en charge globale de ces patientes et toutes les pathologies qui potentiellement peuvent être associées.
Alors l'examen clinique, je vous en parle quasiment pas parce qu'il est assez pauvre. On peut voir en mettant un spéculum des nodules bleutés sur la paroi vaginale. C'est à peu près le seul signe. Après, c'est souvent des choses un petit peu plus spécifiques pour aider le chirurgien qui sent des indurations. Voilà, mais on va dire pour le médecin généraliste ou le gynécologue, l'examen clinique de l'endométriose, il n'est pas très probant et c'est vraiment l'interrogatoire qui fait évoquer le diagnostic. Une fois qu'on a évoqué le diagnostic, bah finalement, c'est l'imagerie qui va le confirmer et qui surtout va déterminer le phénotype. L'imagerie, hein, on pense dans le grand public tout de suite à l'IRM. En fait, l'échographie est tout à fait aussi performante que l'IRM pour diagnostiquer l'endométriose. Encore faut-il qu'elle soit faite par des personnes qui connaissent bien la maladie, mais il n'y a pas de raison de demander d'emblée une IRM pour une patiente chez qui on suspecte une endométriose. Et c'est donc ces examens qui vont vous permettre de déterminer la forme de la maladie. Est-ce que c'est une endométriose profonde? Est-ce qu'il y a des endométriomes? Les formes superficielles, elles peuvent passer sous le seuil du radar parce que c'est souvent des petites lésions et c'est finalement la seule forme qui peut être totalement méconnue par l'IRM. Donc je vais passer un petit peu parce que l'heure tourne. Ça, c'est un point très important parce que c'est ce qu'on faisait avant. Quand on disait endométriose, on suspectait une endométriose, les patientes avaient une chirurgie, c'est-à-dire qu'on leur faisait une célioscopie pour confirmer l'endométriose. Tout ça doit et a changé en 2021 puisqu'il n'est plus nécessaire de faire de célioscopie dans le seul but de confirmer le diagnostic. Elle peut juste se discuter en cas de symptômes évocateurs et si l'IRM n'a pas montré de lésion d'endométriose, donc à la recherche d'une endométriose superficielle. Mais donc, il n'y a plus de célioscopie diagnostique, hein, c'est au bloc opératoire, sous anesthésie générale, pour diagnostiquer une endométriose. Un mot sur les traitements. 3 types de traitements, médical, chirurgical et assistance médicale à la procréation pour les femmes qui ont une infertilité. Alors le traitement médical, hein, ce n'est pas des traitements très élaborés. Le but des traitements, c'est de diminuer l'inflammation. On considère, comme je vous l'ai dit, que c'est une maladie chronique, inflammatoire, qui va durer presque à vie, au moins jusqu'à la ménopause. Et donc, le but du traitement médical est de diminuer l'inflammation, et on arrive à diminuer l'inflammation en bloquant la fonction ovarienne, en gros en inhibant l'ovulation. Donc, une grande part du traitement médical, c'est un traitement hormonal qui va aller bloquer l'ovulation, donc la pilule, les dérivés de la progestérone, etc. Ça repose aussi hein, sur les inconvénients de la chirurgie. La chirurgie qui doit retirer ces lésions d'endométriose est parfois pourvoyeuse de complications importantes. Hein. Vous imaginez que quand vous avez un nodule dans le tube digestif, dans le rectum, on peut être amené à faire des gestes de résection digestive. Donc très vite, on peut se retrouver face à des chirurgies morbides et majeures. Or, vous êtes face à des patients qui ont 30 ans en moyenne, qui ont des projets de grossesse, qui n'ont pas de cancer, et vous leur proposez parfois des chirurgies majeures. Donc ça montre à la fois qu'elles acceptent hein, d'ailleurs. Donc ça montre à la fois à quel point on est finalement assez nul hein, pour proposer ce type de chirurgie qu'on ne devrait pas proposer. Et ça vous montre aussi à quel point ces patientes peuvent être douloureuses, peuvent être gênées au point d'accepter des chirurgies majeures. Donc le traitement médical, j'y reviens, hein, eh bien, il prend aussi sa source des inconvénients de la chirurgie. Donc je vous ai dit les risques de complications, mais aussi la chirurgie n'a pas d'effet sur le reflux menstruel, qui est un des primum movens de la maladie. Il n'y a pas d'effet sur ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Hein, ça c'est vrai pour toutes les patientes qui ont des maladies douloureuses chroniques, hein, où il y a un phénomène de sensibilisation, et donc la chirurgie n'agit pas sur cette composante. L'adénomiose n'est pas traitée par la chirurgie, hein, ce sont des lésions qui sont généralement diffuses au sein de l'utérus et qu'on ne peut pas retirer chirurgicalement, c'est quelque chose qui coûte cher. Les symptômes ou les lésions peuvent revenir après la chirurgie, donc tout ça fait que le traitement médical peut avoir un rationnel significatif. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, le traitement de première intention, c'est la pilule, tout simplement, idéalement en continu, puisque la période où les patientes sont le plus douloureuses se situe
autour des règles. Donc là encore, hein, c'est assez basique, mais si on coupe les règles, on supprime les symptômes au moment des règles. Alors, un mot quand même pour dire que le traitement hormonal, vous le savez aussi, il y a beaucoup de débats sur les risques de ce type de traitement. Les femmes sont de plus en plus au courant et refusent ou remettent en question un petit peu le traitement hormonal. Donc ça, c'est un problème qui est en train d'arriver dans l'endométriose et où les patientes sont finalement de plus en plus demandeuses de chirurgie et ça nous embête un peu. Je dois être chirurgien, voilà, je pense si on peut éviter la chirurgie pour ces jeunes patientes, c'est toujours mieux. Donc ça, c'est un des grands problèmes actuels de l'endométriose. Et vous voyez que le traitement, il est quand même extrêmement basique. On n'a pas du tout de choses très élaborées, mais aussi parce qu'on ne comprend pas bien l'origine de cette maladie. Bon, les indications, c'est avant tout la douleur. Hein, on ne donne pas de traitement médical chez une femme qui n'a pas mal, hein, ou alors pour éviter l'évolution des lésions. Je vous ai dit d'une part qu'il n'y avait probablement pas d'évolution, et d'autre part, le traitement médical ne va pas réduire la taille des lésions. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à obtenir. C'est essentiellement un traitement symptomatique, un traitement de la douleur. En revanche, ce traitement médical n'a aucun intérêt pour améliorer la fertilité. Évidemment, la pilule, c'est contraceptif et il n'y a pas non plus de rebond de fertilité à l'arrêt du traitement. Donc, aucune indication à proposer un traitement médical chez une femme qui a une endométriose et qui cherche à tomber enceinte. Bien sûr, comme toute maladie chronique douloureuse, pensez à une prise en charge beaucoup plus globale, intégrant des traitements, on va dire, non médicaux, non hormonaux, pour améliorer la qualité de vie, un soutien psychologique, une consultation spécifique de douleur. Je pense que c'est très bien de considérer toutes les composantes de la douleur et l'impact indirect de la douleur sur la vie de la patiente. Voilà, ça c'est extrêmement important de ne pas se limiter juste à la prise de la pilule chez une femme qui a des douleurs associées à une endométriose. Un mot sur la chirurgie. La chirurgie, ça marche, ça améliore les douleurs dans les 3 types d'endométriose, superficielle, ovarienne, endométriose profonde. Ça marche aussi sur la fertilité. Le fait de retirer les lésions d'endométriose augmente les chances de grossesse. Alors on parle bien sûr d'une patiente qui n'arrive pas à tomber enceinte. Et donc la chirurgie marche pour peu qu'il n'y ait pas d'autres facteurs associés à l'infertilité, d'autres facteurs que l'endométriose. Et généralement, ces femmes, on augmente leur chance de tomber enceinte de l'ordre de 50% dans l'année qui suit la chirurgie. Donc ça marche aussi sur la fertilité, mais attention, tout ça est à peser par rapport au risque de complications de la chirurgie. Hein. Une des complications les plus évidentes, vous imaginez bien quand on retire des gros kystes sur les ovaires, les endométriomes, on peut emporter une partie d'ovaire sain et donc de diminuer la réserve en follicules, la réserve ovarienne de ces patientes. Et d'ailleurs, c'est souvent, il y a eu une incompréhension vis-à-vis on va dire, des symptômes rapportés par les patientes. Il y avait une bonne part des infertilités qu'on disait associées à l'endométriose qui étaient en fait liées aux chirurgies, parce que c'est souvent des patientes qui ont des chirurgies répétées, et donc qui avaient eu plusieurs kystectomies, plusieurs exéreses d'endométriome, et où finalement c'était la chirurgie qui avait impacté la fertilité de ces patientes et non pas la maladie. Et puis pour les formes plus profondes, enchâssées dans les organes, on fait rapidement quand même des gestes de résection compliqués et qui sont donc pourvoyeuses de symptômes. Et une de nos grosses angoisses quand on propose ce type de chirurgie aux patientes, c'est d'essayer de ne pas remplacer des symptômes qui sont évidemment très gênants puisque les patientes acceptent, mais par d'autres liés à la chirurgie qui peuvent être encore plus gênants. Donc ça, c'est très très compliqué d'apprécier un petit peu les indications opératoires et le profil des patientes à opérer. Alors de plus en plus, on a justement tendance à différer un petit peu la chirurgie dans la mesure du possible et d'essayer d'accéder au projet parental des patientes. Et ensuite, une fois que tout ça est achevé, peut-être de proposer un traitement plus radical, c'est-à-dire de retirer les lésions d'endométriose et l'utérus. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'une bonne partie des symptômes est aussi liée à l'adénomiose, qui est donc la forme
utérine de l'endométriose. Et donc, ces patientes-là, chez qui on propose une chirurgie dite radicale, on a souvent une bien meilleure efficacité. Donc, une des tendances actuelles est d'essayer de différer au maximum la chirurgie, mais de proposer une chirurgie plus radicale, là encore quand on a une indication, que le traitement médical ne fonctionne pas. La fécondation in vitro, 3 mots, j'en ai plus pour longtemps. On peut rassurer les patientes sur le fait que c'est pas parce qu'elles ont une endométriose que les résultats de la fécondation in vitro sont moins bons. Ça marche très bien. Alors, je parle directement de la fécondation in vitro parce que les autres techniques, que ce soit la stimulation ovarienne, l'insémination intra-utérine, sont des techniques qui ne fonctionnent pas bien dans la maladie, probablement parce qu'il y a plusieurs points d'impact de la maladie sur la fertilité, comme je vous en ai parlé au départ. Un des éléments importants, c'est de rassurer les patientes sur le fait qu'il n'y a pas de risque d'aggravation des symptômes liés à la stimulation ovarienne, à la fécondation in vitro. Il n'y a pas de risque d'accélération de l'évolution. Et que, a priori, la chirurgie avant la fécondation in vitro n'améliore pas les résultats de la fécondation in vitro. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'on propose indépendamment de la chirurgie. Donc, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, c'est pas facile parce que à maladie très hétérogène, prise en charge extrêmement variable. Je crois que dans les éléments clés, c'est de bien considérer l'approche globale de ces patientes qui peuvent, c'est pas systématique, mais qu'elles peuvent être extrêmement gênées sur le plan de leur vie quotidienne. Surtout d'éviter d'être influencé par sa propre spécialité. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je vois une patiente, moi chirurgien, que je dois me jeter dessus pour l'opérer. Il faut que j'envisage beaucoup plus globalement les choses et que s'il y a un problème d'infertilité, de savoir la référer à un médecin spécialiste de la reproduction. Et à l'inverse, un spécialiste de la reproduction qui voit une patiente très douloureuse, faut peut-être pas s'acharner à lui proposer d'emblée une fécondation in vitro, peut-être demander un avis à son chirurgien. Enfin, voilà, de pas se laisser influencer par sa propre activité et ce qu'on sait, en fait, et de travailler en équipe, en commun, pour pouvoir prendre ces patientes difficiles. Alors, ça, je vous l'ai mis, mais comme vous avez la vidéo, vous regarderez peut-être un petit peu, on a essayé de déterminer des arbres un petit peu décisionnels pour les patientes qui étaient non infertiles mais douloureuses. Comment est-ce qu'on pouvait agencer ces différents types de traitements? Donc ça, je vous laisserai tranquillement le regarder. Pareil, on a essayé de déterminer un petit peu, face à une patiente qui avait une endométriose et une infertilité, quels étaient les risques et les avantages de la chirurgie par rapport à la fécondation in vitro, avec un certain nombre de points à prendre en considération. Et puis, en fonction d'un certain nombre de paramètres, comment est-ce qu'on peut s'orienter, proposer plutôt une chirurgie ou plutôt une fécondation in vitro à ces patientes. Donc ça, vous pouvez regarder tranquillement, ça vous fixe un petit peu les idées sur la prise en charge. Et donc, pour conclure, je pense qu'un élément extrêmement important à l'heure actuelle de la maladie, c'est de changer la façon dont on prend en charge l'endométriose et donc d'arrêter de penser que le diagnostic d'endométriose est synonyme de chirurgie, d'arrêter de faire des célioscopies diagnostiques, de faire des chirurgies parfois incomplètes, de répéter la chirurgie, et voyez que le projet de grossesse arrive en bout de course. Ça, c'est ce qu'on faisait encore il y a 5, 10, 15, 20 ans. Tout ça devrait être complètement arrêté et donc de prendre en compte beaucoup plus la patiente dans toutes ses dimensions à l'échelle d'une vie et d'écouter un petit peu ses souhaits au cours de la vie, quand est-ce qu'elle souhaite tomber enceinte, comment est-ce qu'on peut l'aider. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités pour l'aider dans son chemin, avec un point fondamental qui est le diagnostic non chirurgical de l'endométriose. L'interrogatoire et les examens complémentaires suffisent pour diagnostiquer une endométriose et ensuite il faut accompagner la patiente avec un certain nombre de possibilités variables. Donc, si on veut conclure, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, donc l'endométriose, ça a un impact sur la qualité de vie, oui, mais pas toujours. Et donc, là encore, contrairement à ce qu'on dit dans les médias, en particulier, telle ou telle actrice qui vous dit l'endométriose, c'est l'horreur. Oui, ça peut être l'horreur, mais ça peut aussi ne pas poser de problème, ou ça peut être beaucoup plus simple
pour les traiter. Donc, c'est une maladie très variable. Le diagnostic, je l'ai dit et redit, c'est l'interrogatoire et l'imagerie, ce n'est pas la célioscopie. Le diagnostic d'endométriose ne doit pas signifier une chirurgie immédiate. Pas de traitement médical si la patiente est infertile, évidemment, ou en l'absence de symptômes. Et donc, prendre en charge cette maladie dans un contexte beaucoup plus global d'une endometriosis life et pas uniquement au moment du diagnostic. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'ai essayé de vous dire les principaux éléments à votre disposition si vous avez des questions ou des demandes.